Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous recevons Ludmila Perlinskaya, une pianiste franco-russe. Cette année, elle célèbre le 10e anniversaire du duo qu'elle a formé avec son mari, le français Arthur Ancel. Nous l'invitons aujourd'hui pour discuter de sa carrière qu'elle a largement consacrée aux échanges culturels entre la Russie et la France, mais également avec d'autres pays. Une carrière qu'elle a longtemps conçue comme un moyen de faciliter la compréhension et la communication entre les différents peuples. Bonjour à Madame Berlinskaya. C'est un grand plaisir Bonjour, de vous avoir dans notre émission. merci beaucoup de m'inviter. En fait, maintenant, nous sommes dans une période un peu délicate où beaucoup d'artistes russes sont sous sanction, donc ils ne sont pas très libres d'exprimer maintenant leur engagement artistique. Et je vous ai écouté, j'ai écouté votre interview avant et vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps de parler de votre duo. Et justement, vous célébrez en fait cette année une date importante, c'est le 10e anniversaire. Donc racontez-nous un peu quels sont les moments les plus marquants pour ces 10 dernières années et quels sont les accomplissements dont vous êtes très fiers. Euh, et pour nous, c'est vrai que c'est une date très importante. D'un côté, 10 ans, c'est pas beaucoup. De l'autre côté, 10 ans très intenses. Quand on a commencé à créer notre duo, tout de suite par un enregistrement de premier CD, disque, c'est vrai que on a fait quand même beaucoup de choses depuis ces 10 ans. Notamment, on a enregistré 9 albums ensemble, ce qui est beaucoup pour 10 ans. Et puis, on a quand même créé aussi avec Arthur 2 festivals. Euh, un des deux dédié entièrement à 2 pianos et 4 mains. Ça n'existe pas en France. Hmm. Euh, on essaie toujours d'élargir le répertoire pour 2 pianos, qui est en fait très très grand et pas assez connu. Hmm. Il y a beaucoup de belles musiques qu'on a envie de partager avec notre public. Hmm. C'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez choisi de jouer sur 2 pianos au lieu de 4 mains sur un piano. Donc c'est plus difficile. Il y a une synchronisation beaucoup plus difficile. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Vous savez, 2 pianos, c'est très très différent de 4 mains. C'est pas le même répertoire. Et ce qui nous intéresse dans ce style de musique de chambre, c'est que les 2 pianos, ça permet de développer beaucoup plus des possibilités. C'est comme déjà un piano, c'est grand instrument. Les deux, ils puissent quand même parfois remplacer un orchestre. Ça nous permet de donner beaucoup plus de couleurs. 4 mains, c'est pas du tout le même répertoire. On joue aussi à 4 mains, Hmm. mais un petit peu moins. Euh, et en plus de piano, commençait quand même leur histoire de 2 pianos est commencée il y a assez longtemps, encore à l'époque de Bach. Après, évidemment, Mozart, école de Vienne, ils ont écrit beaucoup d'œuvres pour 2 pianos parce que c'était possible. Euh, les espaces étaient grands et on pouvait placer les deux grands instruments. Après, à l'époque romantique, c'est un peu changé et ça, c'est justement la période quand le, le pianiste, c'était un Hmm. Hmm. héros romantique. Donc, on ne pouvait pas partager ça en gros. Mais c'est vrai que ça existe quelques œuvres pour 2 pianos dans le 19e siècle. Et en fait, ça commençait vraiment à fleurir et développer fin 19e et tout le 20e siècle. Il s'est énormément développé. Il y a beaucoup, beaucoup de compositeurs qui écrivaient pour 2 pianos et ça continue. Ça continue. Donc, évidemment, ça nous intéresse beaucoup, ça nous plaît beaucoup. Et puis, c'est un sort de musique de chambre, mais Hmm. très particulier parce qu'on joue les deux mêmes instruments. C'est vrai. Hmm. Hmm. Et est-ce que le fait que
vous êtes un couple de nationalités différentes, vous êtes russe, votre mari est français, ça joue un avantage pour, je ne sais pas, nourrir plus de styles ou Oui, des façons. Hmm. oui, bien sûr, je pense que vous avez absolument raison. Ça ajoute, plutôt que, retire quelque chose parce que c'est vrai que c'est vrai, il faut dire que la culture russe et la culture française, ils sont quand même, bien proches parce qu'on connaît tous l'époque, de début de 20e évidemment, très marquant quand il y a beaucoup des artistes russes immigrés en France et puis, tout le monde connaît les ballets de Diaghilev, tout le monde connaît Rachmaninov, Stravinsky, Prokofiev, etc. Et c'est vrai que ça rapproche beaucoup les deux cultures, mais aussi ça aide, ça aide beaucoup personnellement à moi Mhm. de travailler avec mon mari parce que il vient quand même de l'école moitié russe, moitié française. Et c'est parfois ça enrichit évidemment tout ce qui est, on connaît nous-mêmes, notre propre culture. Je Mhm. pense que c'est un grand plus. Vous avez Hmm. raison. Quand vous êtes arrivé en France, j'ai lu dans Oui. un article que du simple fait que vous étiez russe, beaucoup de gens pensaient que vous étiez totalement ignorant de nouvelles tendances en Occident, mais ce n'était pas du tout le fait, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. C'est vrai Hmm. que ce qu'on appelle rideau de fer, parce que j'ai grandi à l'époque soviétique en Russie, à Moscou, c'est vrai que les rideaux de fer existaient dans quelque sorte, mais quand même, malgré ça, on était, on était bien éduqués parce que on connaissait beaucoup de musique occidentale, la culture occidentale, les films, euh, et les peintures évidemment, parce que on a adoré tout ça. Et puis on a essayé toujours apprendre. Je crois que c'est une chose qui rapproche beaucoup nos deux peuples aussi, parce que je sais que en Chine, les Chinois aussi, ils sont hyper curieux et Hmm. très envie toujours d'apprendre quelque chose, parce que depuis que j'ai devenu professeur de piano à l'école normale de musique de Paris, j'ai quand même eu pas mal des élèves chinois. Hmm. Et ça m'a permis de découvrir que c'est aussi c'est un peuple qui est très très qui s'intéresse à tout. Hmm. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée en France, ça fait déjà plus que 32 ans, Hmm. j'ai connaissé peut-être quelque chose, quelques parties de culture française mieux que les Français connaissaient la culture russe à cette époque. Ouais, je pense que c'est un peu vrai, même aujourd'hui, parce que vous avez dit qu'il y a ce rideau de fer. Je pense que ça n'a pas vraiment coupé les échanges, mais ça coupe un peu les connaissances des gens envers les autres, peut-être en raison de Exactement. l'existence de cette rideau de fer. On pensait que de l'autre côté, on ignore tout. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Parfois, j'ai fait beaucoup de choses en fait pour la Russie et pour la France. Je veux dire, au niveau de musique, et moi et mon mari, Mm. on fait beaucoup d'échanges. On a créé justement notre festival La Clé des Portes, qui est considéré comme festival international, mais aussi dans quelque sorte franco-russe, parce que on invite chaque année beaucoup des artistes russes. Et à l'inverse, on essaye d'amener les artistes français ailleurs, notamment en Russie. Et c'est vrai que beaucoup de nos amis, des grands musiciens français qui sont jamais venus en Russie, ils ont pensé que quand vous arrivez à Moscou, vous allez voir des ours,
et de musique, etc. Et ils ont été étonnés par tout ce qu'ils voient en réalité. Je pense que ça arrive aussi s'agissant de la Chine, hein. Beaucoup de gens pensaient que quand ils arrivent en Chine, ils vont voir les gens, tout le monde savent Kung Fu ou quelque chose. Je pense que ça existe Tout aussi. à, Donc il faut tout à fait. il faut vraiment que les gens voyagent et voir le monde, le monde réel, quoi. Mm. Et vous savez, je pense que aussi ça vient de l'éducation. Je Mhm. ne veux pas dire que l'éducation en Europe est moins bien que en Chine ou en Russie, pas du tout. Mm. Mais c'est malheureusement bien. Parfois, c'est trop cadré et Mm. on ne veut pas apprendre autre chose, une autre culture, ce qui nous enrichit énormément tous, évidemment. Hmm. Alors, vous, vous avez l'occasion dans votre jeunesse d'accompagner beaucoup de grands musiciens. Est-ce que vous avez des souvenirs ou des mémoires particulières à partager avec nos téléspectateurs? Oui, c'est vrai que j'avais cette énorme chance de naître dans une famille de grands musiciens. Mon père, il était fondateur de fameux quatuors à cordes, quatuor Borodine. Et grâce à ça, j'ai fréquenté dans mon enfance de grands artistes, pas seulement les musiciens, aussi les compositeurs, les peintres, les écrivains russes, les cinéastes. Ça veut dire que je suis née déjà dans ce milieu complètement euh, fleuri par les artistes. Hmm. Mais plus tard, oui, j'ai eu cette occasion. J'ai joué beaucoup, toute ma vie, j'ai joué beaucoup de musique de chambre. Et j'ai eu cette énorme chance de jouer avec les plus grands musiciens russes, notamment fameux pianiste Svetoslav Richter et évidemment le violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Hmm. Je peux raconter, vous savez, beaucoup des histoires. D'ailleurs, j'ai écrit un livre en russe à propos de cette partie de ma vie Hmm. jusqu'à mon immigration en France. Déménagement. J'ai Hmm. jamais immigré, donc c'est déménager. Et puis, et puis c'est vrai que même je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous raconter comme ça en 2 minutes parce que Oui, ça c'est vrai. j'ai tellement de souvenirs que oui, mais j'ai très envie évidemment de participer euh, avec, avec vous de toute mon expérience. Hmm. Alors, il faut lire votre livre alors. Oui, je suis ravie. Et en fait, dans une interview précédente où vous avez dit que, je cite, hein, j'ai eu des critiques russes disant que je jouais Ravel comme une Française et je pense que qu'Arthur Ancel, c'est votre mari, joue mieux Prokofiev que moi. Donc, c'est quand même intéressant parce que vous avez dit tout à l'heure que il y a des échanges entre les musiciens et voilà, ça me fait penser que en tant que musicien, comment voyez-vous la relation entre son propre identité et la pièce qu'il doit interpréter? Est-ce qu'en quelque sorte, on doit avoir une sorte de prêt d'avoir un esprit international pour être vraiment un bon musicien? Oui, ça, c'est sûr, absolument. La musique, elle n'est pas de frontières. Et c'est ça ce qu'on essaie de toujours apporter pour notre public. Et c'est très éducatif dans tous les niveaux. Euh, Parce que c'est vrai que si vous connaissez bien, si vous étudiez bien la musique chinoise ou la musique française ou russe, etc., ça vous permet de jouer différemment, évidemment, ces œuvres. On ne peut pas juste déchiffrer une partition sans savoir ce qui est derrière cette œuvre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, chacun de nous, de musiciens, je veux dire, est né avec une certaine tendance vers Hmm. tel ou tel genre de musique. Hmm. Et c'est pour ça que parfois, vous pensez que dans vos siècles précédents, vous étiez peut-être né en France ou en Angleterre parce que vous jouez mieux Gluck ou Britten que Tchaïkovski.
Euh, mais encore une fois, je pense que c'est très important dès le début d'éducation musicale, déjà pour les enfants, apporter maximum possible d'informations sur toute la culture en entier. Parce que Hmm, Ravel, c'est pas seulement Ravel, c'est aussi l'époque, c'est aussi tout ce qui s'est passé autour de lui, tout ce qui lui aussi il est ouais. intégré chez lui. Et il faut pas oublier que Ravel, il est quand même été très proche de musique russe, de Diaghilev, Stravinsky, Moussorgsky, etc. Hmm, Pareil, Arthur qui joue merveilleusement Prokofiev, c'est pas par hasard parce que il fait ses études aussi avec les professeurs russes avant que nous on s'en rencontrait. Et puis il fait les transcriptions de musique de Tchaïkovski comme si il est russe. Donc ça, c'est vrai que musique, elle n'est pas de frontières, c'est vrai. ouais. C'est vrai que en particulièrement, je pense, on parle de ça dans ce contexte un peu particulier, que malgré toutes les circonstances, il ne faut pas que les échanges s'arrêtent, il ne faut pas que les artistes soient un peu coupés de leur Absolument. travail. Mm. C'est le plus important. Je pense que Mm. tout ce qu'on peut faire de mieux de notre part, c'est continuer à faire ce qu'on fait vraiment bien, c'est-à-dire apporter notre art et notre petite chose qu'on peut quand même, notre brique qu'on peut mettre Mm. dans cet énorme bâtiment de la paix. C'est ça Mm. ce qui est important. Et je pense que c'est que du positif, disons, que de la paix, que du bien, que des belles musiques au grand art qui peut arrêter les conflits. Hmm. Et je pense votre cas est particulier parce que vous êtes russe et votre mari est français et vous, vous êtes franco-russe aussi par nationalité. Donc c'est vrai que là, on voit il y a des conflits, mais en même temps, on voit que sur le plan musical, dans les échanges des êtres humains, c'est toujours possible, c'est toujours agréable. Enfin, les cœurs des différents peuples s'entendent en fait l'un avec l'autre. Oui, et bien sûr, bien sûr. Je pense que enfin, les gens ils vont comprendre que qu'est-ce qu'ils ont besoin en vrai aujourd'hui. Et c'est vrai que heureusement que nous, personnellement, avec Arthur, on est entouré par les amis, par les gens, les amis internationaux, je veux dire, qui Hmm. continuent de nous demander, enregistrer notre prochain CD, donner des concerts dans les pays d'ailleurs différents, malgré la situation quand même très compliquée. Mm, mm. Et vous avez mentionné plusieurs fois la Chine et je sais que vous m'avez dit que vous avez eu le contact avec la musique chinoise quand vous étiez au conservatoire à Moscou. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre premier contact avec la Bien musique sûr. chinoise? Oui, en fait, au Conservatoire de Moscou, nous tous, les étudiants, on a étudié évidemment l'histoire de la musique, de l'art aussi, et notamment la musique chinoise. Euh, et ce qui m'a complètement bouleversée au début, c'est que j'ai appris que en Chine, déjà il y a très très longtemps, la musique était considérée comme un médicament. Mm, Ce qui est absolument vrai, c'est incroyable. Et après, j'ai appris que les 5 notes de musique euh, dans la philosophie chinoise, ça correspond à 5 sens, à 5 organes, à 5 éléments. mm, Et je trouve que c'est une sagesse absolument extraordinaire parce que après, beaucoup plus tard, quand les Européens disaient que, par exemple, la musique de Mozart, ça fait du bien pour les animaux, pour élever les vaches, etc. C'est vrai que ça fait du bien pour tout le monde. ouais, ça c'est vrai. Mais moi j'étais absolument étonnée par ça. Et évidemment, je connais peut-être pas assez malheureusement la musique chinoise, mais je connais quelques très grands interprètes. Évidemment, si on parle de pianistes, on ne peut pas ne pas connaître Madame Yu Jiahong ou Monsieur Lang Lang.
Aussi, je connais une femme qui est grand, apparemment, interprète sur Erhou, Ah, qui s'appelle, je ne ok. sais pas si je prononce bien, Madame Tsi Sao-Chun, Ah, ouais. Mm. qui aussi, qui pour moi c'était une découverte. Je connais quelques compositeurs aussi. Par exemple, Tandan, qui Ah, oui. je sais qu'il est utilisé dans ses œuvres matériaux de construction comme l'eau au métal. C'est Oui. très intéressant aussi. Évidemment, on sait tous que la musique chinoise, depuis le début, il a influencé beaucoup, beaucoup de compositeurs européens. On commence par Gluck et on continue jusqu'à aujourd'hui. Il y en a tellement de choses que c'est incroyable. Par exemple, on va enregistrer bientôt avec Arthur Ma mère roi, le cycle de rappel pour Mm. quatre mains. Et c'est vrai qu'une pièce qu'on adore, c'est L'impératrice de Pagode. Mm. Et c'est influence totale de Chine et Ouais. de l'art chinois. Oui, oui, oui. En fait, chez Ravel, il y a beaucoup d'inspiration chinoise aussi, hein. Ouais. Absolument. Chez Bartók, en tout cas dans toute la musique impressionnisme français Mm. notamment, il y a énormément de ces éléments asiatiques chinois. Mm, Oui. mm, mm. Et alors, vous avez été en Chine aussi, hein, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre voyage en Chine et avez-vous des projets en tête que vous allez faire en Chine ou avec des musiciens chinois? Oui, j'ai eu cette chance. Je suis déjà venue en Chine. J'étais à Shanghai, que j'ai adoré comme ville. Vraiment, j'ai tombé amoureuse. J'étais à Pékin et je me souviens très bien qu'il faisait très, très, très chaud et très humide. Et on ne pouvait pas sortir de l'hôtel où quand même était air conditionné. Et Mm. moi, j'ai quand même, malgré ça, je voulais absolument sortir à pied et voir évidemment le palais, Mm. fameux palais, et aussi voir les rues de la ville. Et j'ai enfui de l'hôtel et je me souviens très bien, pendant 2 heures, je pensais que j'ai pris une douche tellement il faisait chaud. Mais j'étais ravie, c'est inoubliable Mm. absolument. J'ai joué aussi à Hong Kong. Mm. Euh, une fois aussi, quand même, c'est une expérience fantastique, surtout les grandes salles de Chine, la public, Ah oui. qui écoute avec beaucoup d'intérêt. Et notre dernier voyage ensemble avec Arthur, avant le Covid, Mm. c'était Harbin. Mm. Nous sommes allés à Harbin pour un échange avec une délégation russe. Et aussi, pour nous, c'était une découverte double parce que Harbin, c'est quand même une ville au nord de Chine qui est très Très près proche de la de Russie. Ouais. Sibérie, Mm. de la Russie. Et mes ancêtres, ils viennent de Sibérie, justement de ce Ah côté-là. oui. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Et aussi, on a vu une nouvelle conservatoire à cette époque, juste vient de terminer de construire avec Arthur, qui est magnifique, très grand. Dans chaque salle, on a vu des Stanway et on Oui. était impressionnés par ça. Ouais. Évidemment, malheureusement, on n'a pas de projet. On n'a pas de projet pour venir en Chine. On est très envie. Je ne vous cache pas, ça nous intéresse énormément. Ouais. Et Mm. pas seulement, je sais que ça existe un concours de deux pianos et quatre mains en Chine depuis plusieurs années, ce qui n'existe pas en France. Et nous, comme on a créé notre festival en Mm. France dédié à deux pianos et quatre mains, on est ravis de collaborer Ah ouais. avec la Chine pour ça Ouais. et inviter les artistes chinois évidemment aussi. Donc Mm. on attend avec impatience. Et il y a quand même beaucoup de champs à explorer. Enfin, aujourd'hui en Absolument, Chine, c'est un terrain d'expérimentation pour c'est beaucoup de sûr. musiciens. Ouais. Mm. Oui, bien sûr, Mm. bien sûr. Alors, dans votre côté vous-même, est-ce que vous avez des projets pour le prochain 10 ans?
On a toujours beaucoup de projets. Mmh. On s'arrête pas. Évidemment, notre prochain disque qu'on va enregistrer dans un mois, déjà en France, à Paris, qui est dédié entièrement à quatre mains d'ailleurs, c'est pour la première fois. Mmh. Et puis, c'est toujours nos 2 festivals, c'est quand même ça prend beaucoup de temps, si on veut faire ça comme il faut. On a toujours beaucoup des œuvres à découvrir, on a de nouvelles musiques pour 2 pianos qu'on a envie de montrer à côté de chefs-d'œuvre connus pour 2 pianos. Ça veut dire qu'on doit travailler tous les jours. Mmh mh. Voilà, c'est ça notre vie. Et puis évidemment, il faut pas oublier les projets pédagogiques parce que on a décidé et on est en train de créer une académie de 2 pianos et 4 mains en France, à Paris notamment, pour la saison prochaine, en collaboration avec le Conservatoire de Paris, les plus grandes écoles de Paris. Et évidemment, on est très envie de développer ça au niveau international. Vous et votre mari, vous travaillez dans ensemble. C'est la différence de la nationalité, la différence de culture. Ça permet d'avoir un avantage. Mais est-ce qu'il y a quand même des défis qu'on doit surmonter parce qu'il y a deux différentes cultures? Et comment avez-vous réussi à surmonter tout ça et voilà, réussir ce travail est quand même exceptionnel? Je vous remercie beaucoup. Oui, enfin, si vous dites difficulté, c'est juste notre envie de emporter ça en Russie ou à l'inverse en France, et évidemment aussi développer ça ailleurs. C'est vrai que c'est il y a beaucoup de difficultés juste dans le sens organisation et aussi de trouver les gens qui ont envie de nous aider et collaborer avec nous. Hmm. Euh, et je peux vous dire que je suis très fière, je peux pas n'y pas le dire, que là, en mois de janvier, j'étais décorée par la France de chevalier des arts et des lettres. Euh, c'est une décoration qui est donnée pour le développement des liens culturels. Et justement, je suis très, très touchée et très fière que j'étais reconnue comme ambassadrice de l'art français et à l'inverse de l'art russe Hmm. en France, parce que il faut quand même toujours monter la planche très haute. Il faut toujours essayer de montrer les meilleurs côtés de chaque pays. Hmm. Et ça, c'est hyper important. Et dernière chose que je voulais juste vous raconter, qu'il n'y a pas coïncidence, il y a 3 ans, j'étais invitée comme la directrice artistique pour créer une programmation dans le musée Guimet. C'est un musée à Paris, le musée des arts asiatiques. Euh, et j'y suis ravie parce que j'ai réussi à créer quelques programmations liées avec justement notamment l'art de Chine euh, à travers de la musique. Hmm. Donc ça aussi, c'est vrai que tout est un peu compliqué, mais si on voit qu'est-ce qu'on a envie de faire, si on voit la fin de notre but, et si on est très envie, au contraire, je pense que les difficultés, c'est encore me donne plus de force. Ça, c'est vrai. Ça nous motive en plus. Alors, on a parlé beaucoup de votre musique. On va écouter quelques extraits. Et on arrive à la fin de notre émission et je vous remercie encore une fois, Madame Perlinskaya, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.